Moi, je vous propose qu'on commence, si les autres nous rejoindront en cours de route, afin qu'on décale pas trop la durée, qu'il nous est le temps escompté. Voilà. Donc déjà, merci. On est ravis que vous assistiez à cette troisième rencontre du cycle des rencontres sur le recyclage urbain. Donc aujourd'hui, nous allons nous attacher à comprendre un peu mieux l'urbanisme transitoire et voir en quoi le fait d'intensifier les usages sur les espaces urbanisés peut être un levier pour atteindre les objectifs de sobriété foncière. Donc je vous propose de parcourir ensemble le déroulé de cette heure qui nous est impartie. On va rappeler brièvement la démarche dans laquelle on s'inscrit. Pour revenir ensuite sur des éléments de définition pour être bien sûr de quoi on parle, voir aussi les outils et des exemples du coup qu'utilisent les collectivités pour mettre en place de l'urbanisme transitoire. Est-ce que vous pouvez essayer de penser juste à éteindre vos micros? Le moyen de produire de la connaissance scientifique, c'est la méthode expérimentale. Excusez-moi si vous pouvez tous penser à bien éteindre vos micros. Merci. Ensuite, nous verrons, donc on aura un atelier, on essaiera de faire le mode atelier et de solliciter votre participation pour essayer de voir ensemble en quoi l'urbanisme transitoire il peut constituer une opportunité. Et enfin, nous conclurons l'atelier donc à 10h30. Donc brièvement, pour vous rappeler dans quelle démarche on s'inscrit. Donc ces rencontres, donc elles sont le fruit finalement d'un partenariat entre l'AGAM et le CEREMA, donc deux structures expertes de l'aménagement du territoire. Le CEREMA qui développe des outils à l'échelle nationale et donc de connaissance du foncier avec les outils tels que Urban Simul ou Cartofriche. Et l'AGAM, donc l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise, elle a une connaissance un peu plus fine du territoire local et notamment sur la métropole d'Aix-Marseille. Et on va du coup plutôt de l'échelle du quartier, voire à l'échelle métropolitaine. Donc on voit que ces structures, elles aident à la décision et à la mise en place de politiques d'aménagement local. L'objectif du coup de ce partenariat était de sensibiliser à la thématique du recyclage urbain. Donc pour nous, c'est une réponse pour répondre aux objectifs de sobriété foncière. On s'inscrit donc à la fois dans un cadre national et un cadre régional. Au niveau national, le gouvernement en juillet dernier a donné le cap de la première étape pour atteindre le zéro artificialisation nette, qui se situe premièrement avec la division par 2 de la consommation des sols sur les 10 ans à venir. Et au niveau régional, dans le cadre du SRADET, donc qui a été approuvé en 2019, on a un objectif aussi de division par 2 de cette consommation d'espace. Donc cet objectif va s'appliquer à la fois au SCOT et au PLU, PLUI. Le recyclage urbain, donc c'est le principe fondamental de l'urbanisme circulaire, donc à l'image de l'économie qui recycle ses déchets. Et l'idée est ici du coup de mobiliser les espaces donc urbanisés, qu'ils soient délaissés, sous-utilisés ou lorsque leur vocation elle est devenue obsolète. Donc le travail qui a été mené avec l'AGAM et le CEREMA a été de réaliser un benchmarking. Donc l'objectif était d'illustrer ces mutations par des exemples concrets. Donc une trentaine de fiches ont été réalisées afin de repérer les typologies de fonciers qui vont faire l'objet de recyclage urbain, mais aussi d'identifier les freins, les leviers qui pouvaient favoriser ou non la réplicabilité de ces opérations. Donc ces fiches seront disponibles très prochainement sur les sites de l'AGAM et du CEREMA. Donc n'hésitez pas à veiller régulièrement sur le site pour pouvoir accéder à ces fiches. On va revenir brièvement sur comment on s'inscrit dans un cycle de rencontres, de plusieurs rencontres. Donc la première rencontre a commencé donc, il y a 2 semaines maintenant. Lors de ce premier webinaire, on a constaté qu'il y avait quand même un intérêt partagé pour la thématique du recyclage urbain, avec la participation de plus d'une centaine de participants. Et les débats ont été assez animés autour notamment des conditions de succès de ces opérations de recyclage urbain. Donc on a focalisé aussi un peu, les débats ont été focalisés sur la nécessité de repérer le foncier, mais aussi d'opérer un changement de regard sur ce qui constitue des potentiels fonciers.
Et enfin, le financement qui peut des fois poser question et les surcoûts qui sont donc générés par le recyclage urbain. Donc, voir comment on pouvait pallier à ces freins éventuels pour mettre en place le recyclage urbain. La deuxième rencontre, donc, qui s'est déroulée la semaine dernière, s'est attachée à présenter, donc, à travers des retours d'expérience, des opérations de recyclage urbain. Donc, nous avons eu un atelier donc, sur la reconversion et le changement d'usage, pour lequel donc, nous avons pris l'exemple de Make It Marseille et Piscine d'en face, donc, qui était présenté par les porteurs de projets. Ensuite, il y a eu un deuxième atelier sur la densification-intensification. Dans ce cadre-là, ont été présentées des surélévations. Donc, ça, c'était l'exemple de Lyon, mais aussi de parking qui peut se transformer en logement. Donc, ça, c'était l'exemple parisien de Faubourg, situé Faubourg Poissonnière. Et le troisième atelier s'attachait à des exemples de démolition-reconstruction. Donc, nous avons pris l'exemple de Ex-Campus, donc sur le site Schumann, et d'une cave vinicole, donc située dans le village de Signan-Colombe. Donc, l'idée de ces ateliers, c'est aussi de montrer que le recyclage urbain, il pouvait être multiple et qu'on retrouve les grandes familles, donc reconversion, densification, intensification, démolition, reconstruction, et aussi démolition, renaturation, voire démolition, renaturation. Donc maintenant, on va commencer sur la thématique, on va dire, de l'atelier et qui nous concerne principalement aujourd'hui. Donc, c'est l'urbanisme transitoire. Et nous vous proposons brièvement de commencer à voir comment ce terme il est perçu et surtout vous solliciter pour savoir, pour vous, quelle est l'image qui reflète le plus l'urbanisme transitoire. Donc, nous vous proposons à travers ces quatre images, peut-être elles sont, vous pouvez mettre A, B, C ou D dans le chat pour que vous puissiez du coup nous dire quelle est l'image selon vous qui reflète le plus ou qui définirait le mieux l'urbanisme transitoire. Donc on vous laisse un petit temps pour répondre sur le chat. Il y a aussi plusieurs images qui peuvent faire écho à cette thématique de l'urbanisme transitoire. Voilà, mais après c'est plutôt pour sonder, voir en quoi qu'est-ce qui selon vous se rapproche le plus. Donc, on a plutôt du A, du D, oui. le D. A, B, C, D. Les 4. A, D. De ce que je vois, il y a plutôt des A et des D, mais certains parlent aussi de A, B, C, D. Donc, on voit qu'on est… Donc, personne n'a dit aucune, c'est déjà ça. Mais… Oui, le AD a un franc succès. Ouais. Bon, alors, on vous propose cet exercice parce qu'il y a souvent plusieurs termes qui sont associés à l'urbanisme transitoire. Donc, on peut commencer du coup sur ces définitions. Souvent, on qualifie de transitoire. Finalement, c'est un terme qui est interprété comme une optimisation des sites qui sont en latence ou en vue d'un projet urbain futur. Le transitoire, il permet de préfigurer des usages futurs et qui pourraient être intégrés même dans le projet définitif. Donc voilà, il y a l'objet un peu de préfiguration derrière le mot transitoire. Ce qu'on associe plutôt comme… Donc là, j'ai mis une photo des grands voisins qui est un des exemples d'urbanisme transitoire les plus quand même connus au niveau national. Sur la notion de temporaire, on est plus sur qualifier des aménagements provisoires, mais qui n'influencent pas forcément les projets futurs. Donc, ça a une durée dans le temps, c'est éphémère, ça nous permet de tester des usages, mais par contre, ça ne va pas forcément être pris en compte dans le projet définitif. Donc là, c'est l'exemple, par exemple, du camping de l'Estac, du camping provisoire, qui a été monté par Yes We Camp et qui, juste le temps de Marseille, capitale de la culture, pendant l'été 2013, ont façonné un camping. On voit aussi la notion de urbanisme tactique apparaître, qui se rapproche et qui fait partie de l'urbanisme transitoire. Donc le tactique, lui, il est plutôt orienté sur des initiatives et des changements spontanés de l'espace public. On est sur une dimension de construction ensemble par des collectifs, des habitants.
Donc, c'est une démarche plutôt bottom-up de l'aménagement. Le tactique est plutôt ponctuel et ça a la faculté d'être réversible, d'être rapide et souvent faible en coût. C'est un peu les avantages, mais le tactique, c'est plutôt orienté peut-être plus sur de l'espace public et par une mobilisation citoyenne, collective d'habitants et qui, du coup, crée un aménagement temporaire. Donc là, j'ai pris l'exemple du Parking Day. Donc, c'est un événement mondial qui est ouvert à tous et c'est tous les troisièmes week-ends de septembre pour lequel peuvent se mobiliser citoyens, artistes et peuvent transformer du coup de façon temporaire des places de parking en autres espaces, donc qu'ils soient végétalisés, artistiques, conviviaux. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire parler sa créativité sur des espaces dédiés qui sont les parkings. Et enfin, on trouvait important aussi de parler d'urbanisme palette. L'urbanisme transitoire, il y a souvent pas mal de préjugés aussi dessus. On parle d'un peu d'urbanisme de la bricole. Donc voilà, c'était une notion qu'on voulait quand même prendre le temps d'aborder avec vous. Et elle permet aussi ce côté bricole et à travers le tactique, on voit que du coup, il est apparu la notion aussi de maîtrise d'usage. Donc la maîtrise d'usage, elle est née de la volonté des habitants, des citoyens, de se situer finalement au cœur du processus d'élaboration des projets. Et du coup, ça devient finalement un acteur au milieu des acteurs traditionnels tels que la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc voilà, là, c'était pour aussi montrer un peu que le préjugé des fois qu'on a avec l'urbanisme transitoire, mais qui peut aussi avoir des atouts en termes d'inclusion citoyenne. Donc ces différents types, on va dire, d'urbanisme et de définition, elles gravitent tout autour de l'urbanisme transitoire. Le transitoire peut être une partie temporaire ou de palette ou tactique. Donc, c'est des définitions on a essayé de les distinguer, mais elles s'alimentent toutes les unes avec les autres. Et ce n'est pas parce qu'on sera sur une occupation temporaire qu'il n'y aura pas du tactique, ou voire même qu'elle ne deviendra pas transitoire, à savoir influencer le projet futur. Donc, nous vous proposons de parler pour le reste de l'atelier d'urbanisme transitoire. Et nous allons voir quelques illustrations finalement de cet urbanisme transitoire. Donc, pour le coup, avec Valérie, je te laisse. Oui, donc je vais prendre la parole. Bonjour à tous. Donc, on a sélectionné quelques projets d'urbanisme transitoire en région PACA, alors qui en fait sont des bâtiments qui, sans être transformés lourdement, qui accueillent des projets. Donc, le premier qui s'intitule Coco-Velten. Je pense que certains d'entre vous sont de Marseille et donc certains ne le sont pas. Donc, c'est un ancien bâtiment de la direction des routes qui est situé près de la gare d'Aix-Marseille et donc qui a été délaissé par la direction des routes. Donc, sous l'impulsion de la préfecture de région, cette dernière a voulu que ces bâtiments soient occupés en attendant qu'ils trouvent preneur. Et donc, ça a été confié à un bureau d'études de Yes We Can qui a conçu un projet de logement de personnes en difficulté. Donc, il y a 80 logements à l'étage de ce bâtiment, avec 40 associations qui sont aussi logées. Donc, il y a tout un projet résidentiel de partage au niveau du quartier. Et ce projet, en fait, est une autorisation d'occupation temporaire entre la ville, enfin le SGAR et les associations en attendant que ce projet trouve preneur. Ensuite, nous avons le projet du couvent Levant. Donc, ça c'est un ancien couvent qui a été racheté par la ville de Marseille et qui a été confié à une association sous le biais aussi d'une autorisation temporaire d'occupation et qui y abrite une résidence d'artistes, des jardins partagés et qui réalise des manifestations, des expositions. Et là, ce projet aussi est en attente d'un projet plus large à l'échelle du quartier, puisque donc la ville a racheté une caserne de 7 hectares qui se juxtapose à côté de ce lieu et qui donnerait lieu à terme à un projet beaucoup plus large autour de ce projet. Je peux passer la prochaine diapositive, Charlène. Et ensuite, nous avons le projet Foresta. En fait, c'est un projet qui se déroule sur 16 hectares, qui occupe des délaissés du projet Grand Littoral.
Et là, au début, donc, la ville de Marseille n'a pas pu acheter ce terrain. Et donc, c'est un partenaire privé qui donc a acheté ce terrain et qui a confié la gestion de ce dernier à Yes We Camp, qui il développe des activités de balade, de promenade. Récemment, donc, il y a un centre équestre qui s'est installé. Donc là, des diverses activités culturelles, des expositions, des promenades. Donc pour l'instant, c'est un centre, c'est un parc en cours de construction. L'idée au départ, c'était de créer, l'idée, c'est de créer un centre et un parc métropolitain où toutes les populations pouvaient se rencontrer. Donc là, ce parc est occupé par l'association par une convention d'occupation de 8 ans. Puisqu'à terme, ça va donner lieu aussi à un projet beaucoup plus important de LGV, d'une grande gare, d'un espace un peu multimodal qui se développera à ce côté. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Alors, nous voudrions savoir si vous, de votre côté, vous avez des exemples à nous partager sur des projets d'urbanisme transitoire. Je laisse un peu la parole par chat. Comme on n'est pas tous du coup plutôt région, enfin là on est orienté peut-être région PACA, mais tout le monde ne vient peut-être pas de la région ou a des propres exemples à nous communiquer sur son territoire. Voilà. Ou à des projets en cours aussi sur son territoire. Peut-être que vous avez aussi des projets en cours de réalisation. Là, vous êtes timide, là. Bon, bah, tu peux en montrer quelques-uns. Bon, alors, comme on avait prévu que vous seriez timide, on a préparé quelques projets. Ah, le projet MAUVE d'Euroméditerranée. Claire de Cassis. Très bien. Bah, pour ceux qui viennent à la pêche aux infos, on va du coup essayer de vous en citer quelques autres. Vas-y, Valérie, je te laisse. Oui, il faut que tu défiles les slides. Alors, donc, on a d'autres projets d'urbanisme transitoire. Donc là, ce sont des immeubles vacants qui sont situés à Marseille. Et donc, sur donc l'immeuble Calelongue, l'immeuble Louvain, ou une clinique privée qui aujourd'hui accueille des jeunes professionnels, des petites entreprises, avec l'idée en fait d'offrir à ces jeunes startups des loyers abordables en attendant qu'ils se développent. Donc là, on occupe des bâtiments désaffectés, on aide de jeunes entrepreneurs en attendant que ces lieux trouvent une affectation définitive. L'hôtel Pasteur, je vois ça dans le chat, on va l'évoquer un peu plus tard. Voilà, donc on a retenu aussi l'hôtel Pasteur. Donc c'est un lieu en fait qui a été investi par un architecte Patrick Bouchin, et donc qui a installé une université foraine avec l'idée d'une démarche expérimentale pour occuper de manière éphémère ce lieu. Puisqu'en fait, ce lieu a pour vocation à terme d'accueillir une école maternelle et un hôtel à projet. Donc, dans l'attente que ce projet se réalise, donc la ville de Rennes développe via l'université foraine des colloques, des séminaires, accueille des étudiants, tout un certain nombre de manifestations qui est très, très actif dans le secteur. Valérie, peut-être qu'on peut, vu qu'il y a certaines personnes qui ont proposé dans le chat, est-ce que Claire Cassis, par exemple, vous voulez nous parler des projets du MOVE d'Euroméditerranée? Je peux très rapidement. Je suis désolée, je suis malade, j'ai plus beaucoup de voix. Pas de souci. Non, mais du coup, c'est une démarche marseillaise pour le coup, sur le périmètre d'Euromed qui est nouvelle, mais qui vise, via des projets d'urbanisme transitoire, à mettre en usage le territoire dans un temps court et des projets qui s'adressent aux usagers essentiellement. Voilà, après, il y a des détails sur Internet. C'est plusieurs choses, c'est un peu protéiforme comme approche, donc c'est autant des occupations temporaires de bâtiments
Il va y avoir aussi un travail autour de la préfiguration d'espaces publics, de mise en parcours et signalétique du territoire. Ça peut être aussi une plateforme d'expérimentation qu'on teste en ce moment sur des solutions pour des projets d'espaces publics pérennes. Voilà, c'est plein de dispositifs différents. Très bien, merci. Est-ce que... Alors, c'est vrai que les grands voisins, on l'a un peu cité en introduction, mais si la personne qui a cité les grands voisins souhaite prendre la parole pour expliquer en quoi ça correspond donc à l'urbanisme transitoire, l'apport peut-être des grands voisins. Monsieur ou Madame Dagano, je suis désolée, je ne sais pas si vous voulez. Oui, bonjour, service aménagement et habitat de la région. Donc, c'est plus lors d'une visite à titre personnel à Paris. J'ai eu l'occasion d'aller dans les grands voisins. Ce qui était intéressant, c'est l'idée de préfigurer un écoquartier, de questionner l'ensemble des habitants, mais à la fois des usagers du site sur quelle suite à donner à cet espace quand même assez important hein, dans le centre-ville de Paris. Et donc, au-delà de ce questionnement sur quelle future fonction de cet écoquartier, l'aspect urbanisme transitoire a permis d'avoir une certaine mixité des usages, à la fois sur l'hébergement temporaire, et notamment des populations migrantes, mais aussi l'accueil d'associations liées à l'économie sociale et solidaire, et en même temps une cyclerie, des jeux pour enfants. Donc c'est vraiment des usages assez exceptionnels dans le centre-ville de Paris. Et ce que j'ai pas suivi, c'est comment est-ce qu'ils se sont servis de cette réflexion, de cette participation des habitants pour réaliser l'écoquartier. Enfin, voilà, définir le programme de l'écoquartier. Ce sera intéressant à suivre. Merci. Merci. Alors, j'essaye de remonter le fil de la discussion. J'ai vu. Alors, il y a le projet, donc oui, de l'hôtel Pasteur. Est-ce que vous souhaitiez rajouter des éléments, Olivier Pallier, par rapport à ce qui a été dit ou Ah, d'accord. Pas de micro opérationnel. C'est pas dommage. Donc, c'est un Si. projet expérimental. C'est vrai qu'il est quand même innovant, puisque donc Patrick Bouchin, voilà, l'idée c'est de faire vivre cet espace avec des découvertes, avec des nouvelles expériences. Donc, c'est vrai que c'est une réflexion assez atypique là sur le fait de faire vivre un tiers-lieu. Donc, ça, c'est assez. Donc, pour tous ces projets aussi, bon, effectivement, là, on n'a pas développé, mais vous pouvez aller voir leur site internet, leur site Facebook. Ils sont vraiment tellement riches là qu'il nous faudrait même des heures pour parler d'un seul projet. Donc là, on est bref puisqu'on a qu'une heure et le temps passe très vite. On redonne peut-être la parole. Alors, Cécile, est-ce que tu veux nous parler du projet transfert à Nantes? Et peut-être après, on peut essayer de parler de Grand Contrôle à Paris, si les deux personnes qui ont écrit souhaitent prendre la parole, pour nous expliquer en quoi c'est de l'urbanisme transitoire et l'apport de ces projets. Alors oui, pour le projet transfert à Nantes, il me semble que c'est une occupation qui a plutôt vocation artistique ou d'expérimentation voilà, culturelle sur un site qui est une ZAC et qui a vocation ensuite à être construite par le futur, qui ne l'est pas encore. Voilà. D'accord, merci. Et enfin, alors c'est Sébastien Ruvira. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour nous parler un peu du projet du coup de Grand Contrôle ou... Oui, bonjour à tous. Merci. C'est Sébastien Rivera de la métropole TPM. C'était aussi à l'occasion d'une visite personnelle à Paris. Grand Contrôle, il s'agit d'anciens hangars SNCF désaffectés, autour duquel se développe également un projet urbain. Mais en fait, le lieu, c'est un lieu pluridisciplinaire où on retrouve tant des petits magasins, beaucoup d'animations associatives, des émissions de radio sur France Inter. Je pense même qu'il y a une émission d'Arte qui s'appelle également Grand Contrôle qui est tournée sur le lieu. Des concerts, des bars, des restaurants. Voilà, plutôt un côté festif
Après, je ne connais pas vraiment le devenir du site à long terme. Mais merci, ça permet de voir aussi la palette un peu et des exemples autres que nous ne pourrons pas forcément citer. Je pense que chacun a en tête certains projets, donc l'idée c'est aussi de se les partager, puis après d'aller peut-être chercher les informations plus précises. Alors, j'essaye de reprendre le fil de la discussion. On nous a cité la cité fertile. Désolée pour les autres. Un projet de Mayol à Pipadi. Et l'hôtel-dieu dans la lignée de la valorisation. Alors oui, sur l'hôtel Pasteur dont on parlait, c'est dans le cadre de la valorisation de hauts lieux patrimoniaux de la ville. Et l'idée, c'est du coup d'amplifier les usages avec une initiative privée. Et enfin, on nous parle du partenariat SNCF pour les rencontres de la photo à Arles. Valérie, tu souhaites continuer sur quelques autres exemples en étant… Oui, voilà, après on avait un d'autres… panel. Voilà, on avait aussi un projet d'urbanisme transitoire qui est un peu plus… qui est un peu à la limite, qui est donc sur le territoire du pays foyen. Donc là, en fait, c'était la collectivité qui, via un partenariat avec une association qui s'intitule Les Rats de l'Eure, mobilise des cantines ou d'espaces de restauration, des collèges, des collectivités territoriales, et l'association bâtit avec les habitants et les producteurs des repas, des lieux, enfin, des moments conviviaux dans ces lieux. Alors, ce n'est pas forcément du transitoire, mais c'est vrai que c'est une occupation dans l'occupation. On pensait que c'était une démarche aussi originale. Alors, tu peux passer l'autre diapositive. Donc là, nous avons préparé une série d'exemples concernant l'urbanisme transitoire et ensemble des outils à disposition que l'on peut mettre en œuvre pour sécuriser ces processus. Alors, on a choisi donc le premier exemple, c'est l'exemple d'un immeuble à Saint-Denis. Donc voilà, à Saint-Denis. Donc c'est une association qui occupe une ancienne friche industrielle de 7000 m² et qui donc, sous le biais donc d'un bail précaire accordé par la ville de Saint-Denis, occupe ce lieu où il y a effectivement 20 ateliers privatifs, qui a créé quand même 300 emplois. Donc c'est vrai qu'aussi ces projets d'urbanisme transitoire aussi sont créateurs d'emplois, donc c'est quand même intéressant. Donc il y a des événements culturels, associatifs, et à terme, donc ce projet est en fait un projet phare en attendant que le Grand Paris crée une ZAC de plus grande ampleur avec 500 logements, 200 logements étudiants, ensuite un autre projet qui s'appelle Brise et Chalard, et enfin, à terme, le développement de la gare Saint-Denis, qui sera la 5e gare de la région parisienne. Donc là, vraiment, là, en attente de ce projet qui va se dérouler sur un temps long, l'occupation de cette friche industrielle permet voilà, de valoriser l'image du quartier. Ensuite, nous avons choisi de vous présenter le projet Darwin à Bordeaux. Alors, c'est un projet qui a fait couler beaucoup d'encre, mais bon, qui est à rebondissement. Alors, je vous invite à aller voir sur le site de Bordeaux et de Darwin tous les détails de cette évolution. Donc là, en fait, ce sont des terrains qui occupent une ancienne caserne militaire qui a été rachetée par le groupe Évolution. Et ce groupe privé donc a commencé à développer des activités un peu alternatives, du 6000 m² de coworking, 40 associations, 200 entreprises qui occupent le site. Mais donc ce projet est l'entrée d'un projet plus vaste qui est prévu par la communauté urbaine de Bordeaux et qui a l'intention à terme sur un projet d'environ une trentaine d'hectares de créer une ZAC éco-responsable et de créer des entreprises, des centres commerciaux. Donc, il y a un projet beaucoup plus vaste. Donc là, ce projet a commencé par un contrat de prêt à usage, c'est-à-dire que la communauté urbaine a prêté ce lieu
à la société Evolution et celle-ci, au bout de quelques années, l'a acheté par le biais d'un contrat de cession, c'est-à-dire que donc l'Évolution a acheté ce terrain, cet espace à la ville, mais la communauté urbaine, pendant 10 ans, a une clause en fait d'encadrement, si on peut, c'est le terme juridique, qui fait qu'en fait tous les travaux qui seront effectués sur ce site devront recueillir l'aval préalable de la communauté urbaine. Ensuite, nous avons le projet de la Halle Papin à Pantin. Donc là, c'est une ancienne usine de fabrication de pneus qui a été repris par l'établissement public Est Ensemble et qui a confié la gestion de ce lieu aussi à une association qui s'appelle Souk Machine. Donc là, c'est par le biais d'une autorisation d'occupation temporaire. Donc, et le projet à terme de ce quartier est de développer une cité de l'éco-habité, donc une pépinière d'entreprise qui va se développer sur les thèmes de l'habitation, de l'éco-construction. Donc pareil, donc dans l'attente que ce projet prenne corps, l'association a cette AOT pour 4 ans et développe aussi des projets collectifs où il y a aussi des associations, des ateliers, des événements festifs. Ensuite, nous avons l'exemple du karting à Nantes. Alors là, c'est une convention d'occupation qui fait suite en fait à la restauration des halles Alstom qui sont en cours de rénovation et qui vont accueillir à terme une école des beaux-arts et des entreprises. Ma connexion est stable, j'espère que vous m'entendez. Et donc, la ville de Nantes a dévolu à la société Samoa une délégation de service public et cette société donc a construit Valérie, on t'entend plus. des halles Alstom. Donc là, ce projet a d'autres vocations, c'est-à-dire qu'il permet de maintenir l'emploi du temps qu'une structure en cours de rénovation passe dans un autre nouveau mode d'habitat. Valérie, on t'entend plus. Ça hache, mais… Oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux passer la slide suivante? Oui. Le son est mauvais, ça coupe quand tu parles, mais là, c'est mieux, donc on va réessayer. Donc, le dernier exemple, c'est l'exemple du château de Nanterre. Donc là, c'est encore un autre dispositif. Donc, c'est la ville de Nanterre qui a mis à disposition par le biais d'un bail amphithéotique de 50 ans l'usage de ce château à une société qui s'appelle Éthique et qui est spécialiste de création de projets innovants. Et dans ce château, donc, on a le projet de créer un laboratoire d'innovation sociale et alimentaire. Donc là, toutes les activités qui se déploient sur ce site sont autour de l'alimentaire. Donc, il y a des cuisines, un incubateur culinaire, des amphis qui organisent des réunions sur le thème de la cuisine, un potager sur les 6 000 mètres carrés d'extérieur qui est en cours de construction, une boutique sur les produits locaux. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas forcément de projet à terme sur ce bâtiment. Donc, le bail est sur 50 ans. Donc, dans 50 ans, on ne sait pas comment il va évoluer, mais bon, peut-être que ça sera confirmé, que ça passera à un autre plan. Alors, on voit bien que tous ces projets, en fait, sont des projets qui sont créés en attente d'un projet futur, qui certains sont des lieux d'expérimentation. Mais en tous les cas, donc c'est toujours des projets innovants et qui sont pionniers pour l'instant, mais qui se développent de plus en plus à l'échelle du territoire. Là, je laisse la parole maintenant
à Charlène pour la suite de l'exposé. Oui, du coup, vous avez pu voir qu'on avait une palette d'outils à disposition donc, des collectivités pour mettre en place de l'urbanisme transitoire. On aperçoit aussi qu'il y a d'autres possibilités et d'autres outils. Donc, on peut citer quand même les PLU, donc qui permet d'avoir des outils qui peuvent être compatibles avec le concept d'urbanisme transitoire et à travers la création de secteurs qui sont non réglementés mais couverts par des orientations d'aménagement et de programmation. Donc ça, c'est aussi une piste. On ne pouvait pas ne pas citer l'ensemble des appels à projets donc, qui incluent et qui, qui essayent de favoriser l'urbanisme transitoire sur leur territoire. Donc, on vous a mis les logos de plusieurs appels à projets urbains innovants pour commencer. Donc, on connaît Réinventer Paris 1, Imagine Angers, Dessine-moi Toulouse. On a vu apparaître aussi le premier Réinventer Rural, donc ça, on se situe en Loire-Atlantique. Donc, on est plus dans le cadre des appels à projets urbains innovants, on est plutôt dans une occupation temporaire en attente de réaliser le projet futur. Donc, on a souvent des terrains qui sont déjà visés. Et dans les appels à projets urbains innovants, la particularité, c'est qu'on demande finalement à l'opérateur qui a répondu pour l'appel à projet urbain innovant sur un site dédié de mettre en place de l'urbanisme transitoire le temps de la réalisation du projet futur. Sauf que du coup, ce modèle, il est souvent peu opératoire du fait des délais très courts qui sont donnés pour mettre en place l'urbanisme transitoire avant la réalisation du projet. Et au vu de ces contraintes, on voulait citer donc, la Société d'économie mixte d'aménagement de Paris, qui, elle, a lancé un marché il n'y a pas très longtemps. Il s'est clôturé là en octobre 2020. Et qui a lancé donc un marché pour faire appel à un prestataire extérieur qui lui-même lancerait les appels à projets dans le cadre du coup de ces appels à projets urbains innovants. Donc ça, c'est une démarche en cours. Donc on voit bien que les appels à projets urbains innovants essayent de mettre en place de l'urbanisme transitoire. Après, il y a des difficultés sur l'opérabilité vu les délais très courts et peut-être la connaissance trop faible des opérateurs au moment où ils se lancent pour la constitution du projet futur de mettre en place de l'urbanisme transitoire. Il y a aussi des appels à projets qui sont, on va dire, plus classiques. Donc là, on peut citer, dans le cadre national, il y a eu Action Cœur de Ville, pour lequel l'urbanisme transitoire apparaît comme un outil pour amorcer le projet. Donc ça fait écho toujours pareil à notre thématique, favoriser l'urbanisme transitoire. Et dans le cadre d'Action Cœur de Ville, c'est censé du coup permettre la constitution du projet, apporter de l'attractivité au centre-ville. Voilà, donc ça s'inscrit aussi dans des démarches nationales comme Action Cœur de Ville. On voit aussi apparaître que dans le cadre de projets urbains déterminés, alors ça peut être des ZAC ou des sites, des sites. Donc je pense par exemple dans le cadre de ZAC, notamment la ZAC par exemple des gratte-ciel à Villeurbanne, où ils ont mis en place donc une utilisation temporaire des parcelles qui sont libres et ça doit faire le lien avec le projet futur. Donc ils doivent aussi cette occupation temporaire, elle a pour but de garantir une animation et la participation active des habitants dans la création du nouveau centre-ville villeurbanais. On peut aussi citer que Paris-Saclay, donc qui a souhaité initier une stratégie d'urbanisme transitoire qui s'appelle donc Paris-Saclay version bêta. Et du coup, ils ont lancé un dialogue compétitif pour permettre de déployer des installations temporaires sur les espaces publics. Voilà, donc là, on se situe dans les cadres de projets urbains. Et on voit aussi apparaître finalement des appels à projets qui sont lancés par des propriétaires fonciers. Donc, c'est le cas de SNCF Immobilier qui a lancé, par exemple, donc, un appel à projet sur 3 sites parisiens avec une convention d'occupation temporaire de 12 ans. Voilà. Donc, je ne sais pas si des personnes de SNCF Immobilier nous écoutent en ce moment. S'ils souhaitent rajouter des éléments par rapport à ce qui s'est dit, n'hésitez pas à nous faire signe. Et enfin, nous voulions aussi attirer votre attention sur l'ensemble des appels à manifestation d'intérêt donc dédiés à l'urbanisme transitoire. Donc, je remercie la personne qui a cité donc Move, Massilia Open Village Experience, qui du coup est un ami du coup dont l'ambition est donc d'occuper le temps creux de l'aménagement
de replacer les usages au cœur du projet. Et ça permet de tester, de préfigurer le temps de la construction du quartier d'Euroméditerranée. L'exemple le plus connu, ça reste quand même l'AMI de la région Île-de-France qui, depuis donc 2012, soutient des initiatives d'urbanisme transitoire. Et en 2016, ça avait donné lieu à 51 projets sur l'ensemble de la région Île-de-France, donc qui n'est pas négligeable. Et enfin, la région parisienne, ils sont quand même, on va dire, très en avance. Du moins, ils ont tendance à lancer beaucoup de démarches sur l'urbanisme transitoire à travers des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. Dans ce cadre-là, on voulait aussi citer Tempo, donc, qui se situe sur le territoire d'Est Ensemble. Et en 2020, on est déjà à la 6e édition Tempo, donc l'AMI pour l'urbanisme transitoire. Et enfin, il y a d'autres appels à manifestation d'intérêt qui, comme à Toulouse, donc Imagine Ramblas, dont l'objet était de questionner finalement les allées Jean Jaurès. Et l'idée, c'était de préfigurer et de tester les usages pour créer un nouveau lieu de vie. Et ça, c'était donc pour la fin 2019 et ça devait s'inscrire dans un cadre plus large d'aménagement qui est Toulouse Centre 2015-2020. Je tenais aussi peut-être à citer une démarche qui est faite par la ville de Paris, donc force par exemple de l'expérience des grands voisins du coup la préfiguration que permet donc l'urbanisme transitoire sur certains sites. La ville de Paris, elle a souhaité signer une charte en faveur du développement de l'urbanisme transitoire. Et elle a été signée donc en août 2019 et elle a associé plusieurs partenaires, à savoir la Banque des Territoires, la RATP ou des promoteurs immobiliers comme ICAD, et a aussi mis dans la boucle les sociétés d'économie mixte. Donc on peut se poser la question si finalement en mettant en place ces chartes en faveur de l'occupation temporaire ou de l'urbanisme transitoire, si d'autres propriétaires fonciers que par exemple la SNCF Immo après seraient plus en faveur et pourraient lancer eux-mêmes leur propre appel à projet. Donc voilà, c'est une question qu'on pose. Maintenant, on va vous proposer donc de construire avec nous le discours et de voir en quoi l'urbanisme transitoire constitue une opportunité, donc à la fois pour répondre aux enjeux de sobriété foncière, mais aussi pour l'urbanisme en général. Donc Valérie, je te laisse peut-être surveiller le chat. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, on vous entend. Louis Coulange, SNCF Immo. Je rebondis, vous nous avez invités à rebondir juste à l'instant et j'en profite. Alors, il se trouve qu'effectivement, la sobriété foncière, en plus, c'est un de nos objectifs quand on met en place des appels à projets comme ceux que vous avez cités. Juste pour ramener le sujet de nos projets transitoires plus régionalement, on a, en même temps que les 3 appels à projets que vous avez cités, enfin les 3 sites qui sont dans un appel à projet dont vous avez parlé pour la petite ceinture, il y en a un qui a été lancé sur un ancien centre de tri postal à Avignon et qui est encore en cours, qui devrait nous donner un lauréat et un beau projet pour le mois de février ou mars prochain. Et voilà. Et tout à l'heure, j'avais glissé dans le chat effectivement d'autres projets qu'on a sur la région avec les rencontres de la photo à Arles où on met à disposition différents sites en fonction des éditions au festival alors déjà pour permettre le développement de ce festival et en plus ça s'inscrit pleinement dans le projet dans ce que vous décriviez de l'urbanisme transitoire puisque ça engage une transformation de la ville. On a mis à disposition pour ceux qui sont allés visiter la dernière édition, malheureusement pas cette année mais l'année précédente, le jardin qui est juste à côté de la gare et ça a été l'occasion de révéler cet espace qui n'était pas du tout utilisé dans une ville qui pourtant n'a peu d'espace vert. Et donc ça rentre tout de suite dans les réflexions de comment on aménage la ville maintenant sur Arles. Voilà, puis on a d'autres, on est en pleine réflexion sur d'autres sites, avec Patrick Bouchin aussi que vous avez cité à Lunel par exemple, sur des sites à Toulon, enfin sur toute la région. Merci. Merci. Apparemment, on est passé assez rapidement sur les outils
Si vous souhaitez des compléments, est-ce que vous pouvez proposer plus précisément votre question sur le chat ou si vous sentez de prendre la parole, on est là aussi pour ça, pour échanger. Sachant qu'on n'est pas les seuls à avoir les réponses et je pense que tous les participants ici ont des éléments à apporter, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Peut-être j'ai un peu répondu dans le chat, je ne sais pas si tout le monde a accès. C'est vrai que l'ensemble de ces outils permettent de contractualiser des relations entre les collectivités ou des associations ou des porteurs de projets. Le point commun de tous ces dispositifs, c'est qu'ils sont limités dans le temps et révocables. Donc, puisque de toute manière, ces projets sont bâtis en attente d'un projet plus vaste qui est préfiguré, qui est prévu après ces projets. Donc, c'est une manière à la fois de sécuriser les porteurs de projets, mais aussi les collectivités, de leur donner un cadre légal pour que ces projets puissent vivre. Parce qu'au départ, on a vu des projets aussi qui émergeaient et en fait, il n'y avait pas de cadre juridique. Donc après, le terrain est occupé par une association, la collectivité ne sait pas comment faire pour faire évoluer le projet, donc ça crée des tensions inutiles. Et fort de tout ça, voilà, les collectivités sont mis peu à peu à utiliser ces dispositifs pour pouvoir mener leur projet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Après, effectivement, dans le slide, on a mis un peu l'intérêt de ces procédures. Mais bon, après, en parler distinctement, ce serait encore trop long vu le temps qui est imparti. Alors, la durée d'un bail, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend. Il y a aussi des baux dérogatoires, c'est-à-dire qu'un bail qui peut être prévu pour 3 ans peut être renouvelé, puisque comme les projets sont sur des temps longs, parfois ils ont des retards par rapport à la réalisation. Donc, la collectivité prolonge le bail ou le contrat temporaire avec l'association ou le porteur de projet qui occupe le lieu. Donc, ça donne une souplesse et le bail dérogatoire permet justement de rallonger le bail d'une année ou de 2. Et dans beaucoup de projets, on s'aperçoit qu'ils sont tous prolongés d'une année, de plusieurs années, de manière régulière. J'espère avoir répondu à votre question. Si vous en avez d'autres. Après, c'est vrai qu'au regard de toutes ces opérations, on a vu plusieurs atouts, avantages que pouvait permettre l'urbanisme transitoire. Donc, si vous avez repéré certains éléments, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou de nous dire si vous souhaitez prendre la parole. Donc, c'est vrai que l'urbanisme transitoire, selon nous, il constitue une opportunité pour répondre à la sobriété foncière du fait d'intensifier les usages. C'est aussi un vecteur d'innovation. Ça permet, comme on le disait en introduction, de préfigurer. Ça permet de prendre le pouls du territoire et du coup d'influencer sur le projet définitif. Est-ce que vous avez vu d'autres atouts, d'autres opportunités que présente l'urbanisme transitoire? Je vous propose, on peut après les inscrire sur la slide directement. Je ne sais pas si vous êtes inspiré ou non. Effectivement, ça permet de changer l'image du site. Donc, je ne sais pas si vous voulez préciser votre propos à l'oral ou si l'écrit suffit. Donc, voilà. Donc, ça permet de changer l'image du site. On peut avoir, et du coup, le site, avec l'urbanisme transitoire, des fois, il revient dans la géographie finalement territoriale. Donc, c'était peut-être un site qui était peu occupé ou du moins qui n'avait pas fait la place à l'ensemble de ses externalités possibles. Alors, expérimenter, je vais commencer à écrire. Je te laisse peut-être dire ce qui est écrit sur le chat, Valérie. Donc, on a changé l'image du site. J'étais en mode muet, pardon. Expérimenter des méthodes de projet. D'accord. Réinvestir. Expérimenter des méthodes de projet. D'accord. Réinvestir des sites délaissés. Oui. Sécuriser et entretenir les sites.
développer la concertation, Mhm. faire évoluer un projet initial en attente de. Oui, ça vient aussi un peu avec peut-être l'idée de préfiguration. Enfin, vous me dites si Tout je à me fait. trompe, la personne qui a écrit ça, hein. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Ouvrir le champ des possibles du projet futur. Je dirais aussi que c'est un projet, aussi, c'est une vitrine en attente d'un nouveau projet. Alors, c'est une vitrine pour le nouveau projet ou, Oui, c'est une vitrine que la ville affiche, c'est-à-dire sur le projet Papin, euh, euh, l'hôtel Pasteur. En fait, voilà, ce sont des projets vitrines qui valorisent les sites et même le projet Darwin aussi, qui permettent à terme de développer des projets de plus grande ampleur. Ça attire l'attention sur des secteurs et des quartiers. Ça permet aussi de maintenir ou de créer des emplois. oui. Donc ça, c'est le cas aussi du hangar à Nantes, que ça a permis à des entreprises de ne pas Donc, de pouvoir perdurer, préserver des emplois ou créer des emplois. Parce que d'accord. ces utilisateurs, les associations qui utilisent ces lieux créent des emplois quand même. Alors, j'essaie de regrouper vos Oui, idées, mais vous pouvez aussi réagir si vous n'êtes pas forcément d'accord. j'ai d'autres idées, Charlène. Innover, tester des solutions ou des concepts. Ça peut être l'hôtel Pasteur qui le symbolise. Innover, tester des solutions ou des concepts. Je peux mettre hop, solution concept. Très bien. Faciliter l'appropriation par les habitants. Ok. Donc, on est plus dans le volet concertation. Donc, ça, c'est. Pardon, c'était la participation par les habitants. Par les habitants. Faciliter l'appropriation par les Ah, habitants. l'appropriation, c'est ça, pardon. Alors là, par rapport à ces projets, ça peut être avant, pendant, après. Ça se passe durant tous les temps de ces projets. Voilà, c'est moi qui fais le commentaire tout au long du projet. Ensuite, faire connaître le site auprès de la population. Mhm. Et c'est vrai, là aussi, ça c'est mon commentaire, ça permet aussi sur des sites dégradés de les restaurer et de leur donner une nouvelle image positive au sein de la ville. Voilà, une autre personne qui met occuper le terrain pour éviter les problèmes futurs. Occuper le terrain. Pour éviter des problèmes futurs. Donc ça, c'est dans la même idée que sécuriser, entretenir le site? Oui, je pense, oui. Voilà. Très bien. Je vais essayer de regrouper vos propos. Donc, on va dire, pour l'instant, une bulle plutôt participation, donc inclusion des habitants dans la démarche, dans le projet. On a plutôt des éléments sur changer l'image du site, faire effet de vitrine, faire connaître le site. Plutôt une bulle, voilà, des propos sur le fait de limiter les squats, sécuriser un terrain qui serait délaissé, donc occuper des terrains qui n'étaient pas ou qui étaient sous-utilisés peut-être. Ça permet de préserver, de créer des emplois. Donc pour l'instant, celle-ci, elle est un peu toute seule. Et sinon, on a donc le côté préfiguration de l'urbanisme transitoire. Donc, faire évoluer le projet initial, ouvrir le champ des possibles, innover, tester et expérimenter. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête? Ce qu'on avait animé, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a le côté d'animation d'un quartier où l'animation peut-être ferait défaut.
Ça crée du lien aussi au niveau d'un quartier. Il faut rajouter ça, créer du lien. C'est l'occasion aussi de se faire rencontrer des personnes qui, a priori, ne se seraient pas rencontrées. Du coup, là, c'est lien social. Hop. Oui, Et du lien, et culturel. je le mets avec développer la concertation, l'idée d'inclusion habitants-citoyens, ou est-ce Tout à que vous fait, voulez oui. que… Je vais mettre animation Il y a attractive. aussi offrir des solutions temporaires pour des événements, c'est vrai aussi. Alors, pardon, si tu peux répéter. Offrir des solutions temporaires pour des événements. Oui, alors est-ce que ça recoupe pas avec tout ce qui est animation, attractivité, ou est-ce que c'est plutôt sur Non, parce l'opéra? qu'il y a des lieux, oui, il y a des lieux qui sont dévolus à ça pendant plusieurs années, et il y a d'autres lieux qui, à l'occasion d'un festival, ben, sont occupés par des associations. Donc c'est temporaire, c'est un lieu qui n'est pas encore affecté à un projet, mais qui temporairement est occupé. Je pense que c'est le sens de la personne. N'hésitez pas à prendre la parole si c'est pas ce que vous vouliez dire Je ou pense que c'est ce que imaginer. j'interprète. Voilà, occupation temporaire d'un espace le temps d'un festival, d'une animation. Alors, faire évoluer les normes, on est peut-être plus, ça recoupe peut-être avec innover, tester des solutions, des concepts. Si je sais pas, voilà, vous n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord. Alors aussi, effectivement, il y a Madame Claire Cassis qui nous dit permettre à des structures d'accéder à du foncier grâce à des conditions d'occupation facilitatrices. Ok. Donc, Effectivement, tous les jeunes start-up artistes trouvent dans ces lieux-là le moyen de se déployer et de se développer. Parce que finalement, cet urbanisme transitoire aussi répond au fait que depuis 2010, on a constaté l'augmentation du prix de l'immobilier du foncier, que les projets se développent sur des temps longs, qu'on est sur une nouvelle fabrique de la ville qui est en train d'émerger. Alors effectivement, occuper ces lieux, ça évite des coûts de gardiennage, ça évite que ces lieux se dégradent. Et ça crée aussi à l'occasion des possibles, une autre manière de pratiquer la ville. Et je pense que ces projets, on avance avec eux et ce qu'on avait prévu au départ n'est peut-être pas ce qu'on a prévu à l'arrivée. Et c'est ça qui est bien parce que ce sont des possibles qui se mettent en œuvre. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Après, je vois l'heure qui file. Oui, ensuite, on a aussi créé, je trouve que c'est une bonne idée aussi, créer un fil rouge temporel pour faire accepter des différents temps. Oui, il y a tout ce qui est question de la temporalité. Temporalité, voilà. C'est vrai que ce sont des projets courts qui s'inscrivent dans des projets plus longs. Ça, c'est assez innovant et intéressant. Le mot foncier. Alors, derrière le mot foncier, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que c'est l'idée du coup que c'est le côté multi-usage et occupation variée que va pouvoir accueillir un foncier? Non, on a aussi une personne qui dit quel lien avec la sobriété foncière est fragile. Occupation temporaire, un nouveau message. Alors, Voilà, l'occupation d'un espace naturel voué à être urbanisé. C'est vrai, enfin, tous les cas sont particuliers. Effectivement, il y en a certains qui sont réussis et d'autres qui le sont moins. Après, c'est une oui, question de après, ça va rapport. peut-être être sur comment, dans le cadre d'occupation temporaire, si on se situe, comme le dit Bastien, donc du Barry, ça peut être aussi du coup de sensibiliser au fait que si on urbanise, si on est dans une, je sais pas, une zone qui va être vouée à être urbanisée, ça peut être aussi de sensibiliser au fait de créer un espace urbanisé, mais qui laisse place à la nature en ville. Enfin, là-dessus, l'occupation transitoire, elle peut aussi permettre de peut-être avoir un projet un peu plus en accord avec donc, nature en ville ou
avec l'intégration d'espaces végétalisés. Mais il est vrai que sur la problématique même de l'urbanisme transitoire n'aura pas d'effet direct sur si on passe d'une zone N à une zone AU ou U. Donc, ça. J'ai une autre question de Madame Di Benetto qui dit en fait, qui pose la question en quoi ces projets s'inscrivent dans de la sobriété foncière. Alors, je pense quand même l'ensemble de ces projets l'ont démontré, c'est-à-dire que ce sont des bâtiments qui existent et qu'on occupe, donc on n'a pas besoin de créer d'autres bâtiments, de consommer du foncier pour que ces projets vivent. C'est vraiment l'objet, enfin, c'est un des objectifs Oui, l'idée, principaux c'est de l'urbanisme transitoire. C'est ça. pas de créer de la chaune ou enfin, occuper du terrain ou du foncier supplémentaire, c'est faire avec ce qui existe quelque chose en attendant que notre projet se développe. Oui, et puis du coup, c'est de permettre la multiplicité des usages dans un espace qui est soit plus utilisé du tout, soit sous-utilisé. Oui, mais juste, il faut ajouter, en fait, Valérie, ce que tu n'as pas dit, c'est que je dis que il y a des projets qui émergent, mais qui sont des besoins nouveaux. Donc, c'est en ça où je dis où est la sobriété foncière, parce que de tous les exemples qu'on a vus, c'est surtout voilà, des nouveaux usages, beaucoup liés quand même à la culture, à des lieux de rassemblement, mais voilà, c'était dans ce sens-là. En quoi on atteint la sobriété foncière? L'idée, c'est de multiplier les usages, de peut-être d'en mutualiser certains, au lieu de créer toujours un espace pour une fonction ou pour un propre usage. Donc, c'est ça en quoi, finalement, l'urbanisme transitoire favorise la sobriété foncière, enfin, du moins, est une opportunité pour le favoriser. Et ensuite, comme on le disait là, du coup, je reviens un peu sur le brainstorming, ça permet d'innover, de tester des solutions, des concepts, et peut-être qu'on ne va pas du coup avoir le même projet en ayant eu l'urbanisme transitoire. Ça permet de questionner finalement le projet futur en préfigurant, et du coup, la préfiguration, elle est très importante. Elle permet de montrer donc la diversité d'usages qu'on peut apporter sur un même espace. Je pense que peut-être Valérie, il est temps de conclure parce que là, le temps file. Donc, merci pour vos réponses. Il y a des micros en place. Donc, voilà, donc vous avez, à travers vos participations, donc on voit qu'on a un enjeu qui se situe sur le changement d'image d'un site, d'un quartier, ou de faire connaître ce site à travers, auprès de la population. On a un côté qui est aussi qui permet de favoriser la concertation, la participation des habitants, voire de créer du lien social. On a une bulle sur finalement comme que ces espaces sous-utilisés constituent des opportunités pour des besoins des associations. Ça permet de sécuriser et d'entretenir des biens qui étaient à l'abandon ou qui faisaient l'objet de gardiennage. Ça permet du coup d'animer un espace qui n'était peut-être pas ou peu. Ça permet de préserver donc des emplois ou d'en créer. Et après, ça permet, l'urbanisme transitoire aussi re-questionne finalement les temporalités. Peut-être les temporalités sur lesquelles on est plutôt habituellement, on est plutôt peut-être sur un portage foncier et on va regarder finalement les années, le temps de construire le projet. L'urbanisme transitoire re-questionne peut-être ces temporalités, donc à travers les usages qui sont proposés. Et ça permet du coup de faire évoluer tous les aspects préfiguration et ça ouvre finalement le champ des possibles pour le projet futur. Voilà. Valérie, je te laisse conclure peut-être sur l'atelier. On ne t'entend pas. Excusez-moi, je m'étais mis en mode muet. Pour conclure, j'entends des sons là. Peut-être est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Donc, pour conclure, on s'aperçoit que cette nouvelle fabrique de la ville se développe depuis 2010. Et donc, ils font partie maintenant du paysage du développement urbain et de plus en plus.
Pour l'instant, encore 70% de ces pratiques sont issues d'une action collective ou d'un porteur de projet, toujours globalement à l'origine une initiative publique. C'est aussi l'occasion de revitaliser des patrimoines, par exemple justement d'occuper des lieux comme des anciens hôtels, un patrimoine de valeur que l'on veut conserver mais à qui on offre un nouvel usage. C'est aussi une manière d'offrir par les collectivités l'opportunité à des usagers, à des habitants de se rencontrer, de déployer d'autres modes d'habiter par des jeunes créatifs, des gens qui ont des projets culturels. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très présent dans ces projets-là. Et c'est aussi l'occasion de renouveler un nouveau regard sur la ville, de parler de coproduction et de nouveau être ensemble et d'associer aussi les gens du quartier peut-être plus amplement, même si cela est fait dans d'autres projets. Alors ensuite, nous avons préparé peut-être une petite liste qui n'est pas exhaustive de liens que vous pourrez consulter sur des projets, sur des carnets pratiques faits par l'Institut d'urbanisme de Paris. Voilà, quelques réflexions. Et nous avons à la suite donc, de notre atelier, 2 autres ateliers. Le premier, c'est le repérage du foncier, un préalable au recyclage urbain qui suit le nôtre, et comment favoriser le recyclage urbain dans des documents d'urbanisme, donc qui s'inscrira en début d'après-midi. Voilà, donc je vous remercie infiniment d'avoir assisté à cet atelier, donc, qui est bref, qui aurait peut-être nécessité un temps plus long. J'espère qu'on a pu vous apporter quelques réponses et quelques éclairages sur des partages et d'expériences qui sont nombreuses et très, très riches. Merci à tous. On Voilà. vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à participer donc aux autres ateliers. Au revoir, merci. Au revoir.